Voilà, il est 8 heures et nous débutons. Sur ce chapitre 4, est-ce que vous l'avez lu, Arlette? Est-ce que vous avez lu le chapitre? Non, j'ai lu le texte, oui. Et c'est tout. J'avance très doucement. D'accord, mais vous n'avez pas lu le texte alors? Le texte, non, je ne sais plus dans quel message il est. Bon, enfin, je vais le retrouver. Voilà. C'est un chapitre, oui, c'est un chapitre assez difficile de toute façon, et donc on me posait des questions sur le sens de parler de façon compliquée, et je répondais que en fait, on va en parler. On va en parler justement ce soir, là, parce que le chapitre 4 concerne un débat d'ingénieurs qui cherchent donc à... ils se demandent comment est-ce que peut se construire la démocratie et quels sont les obstacles qu'elle rencontre. Et on va découvrir que un des obstacles majeurs qu'elle rencontre, c'est que le langage risque de devenir, comment dire, comme s'il était altéré, transformé, comme si le langage devenait se décomposer. Il est possible que la démocratie réelle, s'il peut y en avoir une, entraîne, implique ou soit nécessairement accompagnée d'une décomposition du langage. Et donc évidemment, ça pose un problème, parce que elle s'autodétruirait tout de suite, si on peut dire. Le langage étant tout de même une des choses importantes dans une communication d'une société et de toute politique. Donc c'est ce que ces ingénieurs vont avoir de difficultés, enfin de problèmes à résoudre, à expliquer. Alors voilà. Comme nous attendons aussi Maurizio Novello, je vais parler d'un petit peu autre chose, enfin de la même chose, mais d'un paragraphe, d'un chapitre qui est un petit peu, qui est d'actualité, si on peut dire. Et ce chapitre-là, voici ce qui s'est passé. Et donc, Arlette, vous apprécierez parce que ça fait très longtemps que vous suivez l'aventure, et donc vous étiez tout à fait au début. Et Serge qui est là, Suzanne et Monique ont assisté à des choses un peu plus tardives. Et dernièrement, ces jours-ci, j'ai réussi à... Disons que les choses se sont agglomérées. Et j'ai pu faire mettre en un mot, finalement toutes les espèces d'éléments assez protéiformes que j'avais exploré durant maintenant 30 ans. Alors, ce mot, je l'ai ratatiné, compressé dans ce qu'on appelle un acronyme, c'est-à-dire comme des initiales. Et ces initiales, pour faciliter la mémoire ou la compréhension, elles sont très simples. C'est le nom, non pas du grand saint Paul, non pas du fameux, alors j'espère qu'il va rester historique, c'est le Paul Bismuth, c'est-à-dire le pseudonyme de notre ancien président, tu es au courant, Sarkozy,
qui pensait qu'il était sous écoute téléphonique, a pris une autre ligne téléphonique sous un nom camouflé. Il s'est appelé Paul Bismuth, ce qui est charmant comme nom. Enfin, c'était le nom d'un ami qui depuis porte plainte parce qu'il a pris son nom. Voilà. Donc, moi tout de même, l'acronyme s'appelle Paul. P-A-U-L. Et P, c'est pour plan. Le A, c'est pour A-M-O, Akhenaton Moïse Oedipe. Le U, c'est pour l'UCMPP. Et le L, c'est pour l'APSO. C'est-à-dire que toute l'histoire a commencé donc avec le P, c'est-à-dire avec le pluriel analytique. C'est-à-dire, c'est quand en 85, on a fondé, créé l'association qui allait s'appeler UNFP, une fonction psychanalytique, et qui mettait en activité le pluriel analytique. On appelait ça l'analyse plurielle à l'époque. Et c'est-à-dire, on peut l'appeler comme ça aujourd'hui, on peut dire que finalement le pluriel analytique, c'est la psychologie. C'est la psychologie de ce qui nous intéresse, c'est la psychologie d'une société comme la démocratie. Ça, voilà. Alors ça c'est pour le P. Ensuite il y a le A, Akhenaton Moïse Oedipe, c'est-à-dire c'est la mémoire de cette démocratie. Et il vient en seconde position parce que c'est d'abord il y a eu la création du DFP, c'est-à-dire d'abord la mise en marche du pluriel analytique, la mise à feu, ou l'ignition, comme on lance une fusée, l'ignition du pluriel analytique. Et la première chose qu'il a révélée, ce pluriel analytique, ça a été l'identité d'Akhenaton Moïse Oedipe, c'est-à-dire du triplex, d'Hermès Trismegistes. Et puis, évidemment, ça a entraîné pas mal disons, de temps à passer et à repasser et pour encaisser ce qui venait d'arriver là. Et donc il y a eu plusieurs années de voyages, d'exil ou d'autres choses de ce genre-là. Et lors de ces voyages, donc j'ai commencé à créer l'unité cybernétique de mémoire de personnes physiques, c'est-à-dire la matérialisation de l'individu dans le pluriel analytique, dans la démocratie, dans ce milieu ou dans cette psychologie. Cette psychologie de la démocratie, une fois qu'elle a sa mémoire, il faut avoir une unité cybernétique de mémoire de personnes physiques. Et ça a été le troisième élément important qui implique la génétique, qui implique l'informatique, enfin qui implique un grand nombre de choses, mais qui est complètement intégré et articulé, combiné. Les trois éléments sont complètement articulés ensemble. Et ça aboutit jusqu'au dernier élément, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met des UCMPP dans un pluriel analytique, c'est-à-dire des unités cybernétiques de mémoire dans une psychologie collective, il faut, bien sûr, la mémoire, mais on l'a avec Akhenaton, mais il faut aussi un régime politique. Il faut que cette entreprise ou cette combinaison de psychologie collective et d'individus cybernétiques et de mémoire cybernétique, il faut que cette combinaison soit aussi gérée par un ensemble qui est le gouvernement, si on peut dire, de cette société. Et il s'avère, il se révèle, ou il semble très très probable, que le gouvernement d'une telle société soit nécessairement une machine. Et ça, c'est la machine qui est préfigurée ou décrite par la science-fiction, mais c'est-à-dire c'est une science-fiction très bien informée, très informée, et qui a un plan, qui a un but déterminé en 1950, et qui commence à parler donc de société, de gouvernement par la machine. Et alors,
moi je ne pense pas que ce soit une machine particulière, mais c'est surtout un programme, un logiciel qui soit capable qui soit propre et apte à gouverner, à assister cette population et cette psychologie plurielle, à assister ce plan. Et ce programme, je l'ai appelé l'APSO. C'est pas la psychanalyse, c'est l'APSO, la sociologie. Et donc, ça fait pluriel analytique, Akhenaton, Moïse Oedipe, le l'UCMPP et l'APSO, et voilà, voilà Paul. Et donc ça, j'ai fait la synthèse de tout ça ces jours-ci, et j'en suis bien content, hein, parce que ça sera très utile, et ça nous permet de pouvoir nous concentrer ailleurs ou sur des détails de l'architecture complète de ce système à 4 éléments. Donc voilà, alors Maurizio n'est toujours pas là, mais on va commencer sans lui tout de même pour parler de ce 4e chapitre. Je rappelle que, pour commencer, dans le premier chapitre, tu as lu le 4e, tu l'as relu un petit peu. Dans le premier chapitre, pour commencer, vous avez lu aussi le 4e ? Dans le premier chapitre, nous avons, en fait, ce sont des personnages historiques, c'est Norbert Wiener, le père fondateur de la cybernétique, et Campbell, je crois que ça s'appelle John W. Campbell, qui est l'éditeur de la science-fiction, de cette science-fiction dont nous avons parlé. Et il est connu historiquement que Campbell a eu plusieurs initiations, si on peut dire, avec plusieurs cordes à son arc, enfin, vous avez fréquenté plusieurs départements de diverses universités, dont ce département du Massachusetts Institute of Technology, c'est le plus fameux université de technologie et d'informatique et de cybernétique à l'époque. Donc ça c'est le premier chapitre qui met en scène ces deux personnages qui se demandent comment peut fonctionner une démocratie et doit-elle être assistée par la cybernétique. Est-ce que la cybernétique peut aider à quelque chose? Et ça, c'est une fois ce chapitre de présentation. Le deuxième chapitre va nous porter dans un lieu tout à fait différent, étrange, un lieu un peu surréel, irréel, mais qui désigne un centre d'études qui ressemble à la Norvège, là où il y avait eu des études sur l'atome, sur la physique, de la matière, plutôt que la cybernétique, la physique de l'information aux États-Unis. Et là, il y a des ingénieurs, et ces ingénieurs forment un groupe, travaillent d'une manière, avec un protocole un peu particulier. Ils ont tous la même apparence, ils sont déformés par un morphing. Vous savez comme on fait actuellement, on peut transformer les gens ou les visions des gens. Ils sont donc tous identiques, ils ne peuvent pas savoir qui sont les uns et les autres, et ils font des sessions de travail, et ils étudient la manière dont on peut écrire ce dont on n'a aucune idée. Parce que si nous devons faire une politique intelligente de développement de l'humanité, il va forcément falloir nous confronter à des choses dont on n'a aucune idée, puisque on va vers un futur que l'on ne connaît pas. Donc comment écrire ce qu'on ne connaît pas? Soit en barrant les choses, soit en les combinant avec des traits au-dessus. Les mathématiciens arrivent à faire des choses comme ça pour écrire l'inconnu. Des fois on marque X, c'est l'inconnu, des choses comme ça. Et puis de là nous passons à un troisième chapitre où il s'agit on est encore dans un autre lieu. C'est un lieu de monde virtuel, comme un lieu de ces jeux vidéo,
ou des personnages, et entre autres on retrouve les deux compères, Weiner et Campbell, plus une étudiante, et tous les trois font du jeu vidéo et font comme du cirque, des manèges, ils font des jeux primaires et simples, presque stupides, mais comme toutes les choses très fondamentales, les jeux de manège, les jeux du cirque, les petites fables qu'on raconte dans l'enfance, les jeux de l'enfance quand on se cache et on se dit coucou, des choses comme ça, ces choses très archaïques, très primitives, sont en fait des expériences qui nous permettent précisément d'approcher ce que l'on ne peut pas dire, ce que l'on ne sait pas. Et on l'approche par le corps, par le comportement physique. Et c'est ce que font ces gens dans ce monde virtuel, où ils sautent sur des bosses, sur des tremplins, sur des choses comme ça, comme s'ils pouvaient arriver à attraper ce qui est d'un autre monde, ce qui est hors gravité, ce qui est... Et à cette occasion, donc, ces personnages font connaissance, et puis nous arrivons au 4e chapitre, c'est celui d'aujourd'hui. Et le 4e chapitre nous ramène dans ce monde un peu terrifiant des ingénieurs, un peu terrifiant parce qu'il est extrêmement intellectuel, il est froid, il est anonyme, il est purement mental, et je vais donc... Alors, ce qui va se passer avec ces ingénieurs, ils reçoivent des directives. De temps en temps, ils ont des thèmes, des sujets à traiter, qui leur est dicté par quelqu'un qui s'appelle Joe de Force. Et là, ils ont comme question, comme problème à résoudre, donc c'est la manière dont on peut poser des questions. Parce que si une démocratie peut exister, c'est-à-dire s'il y a des votes, on va poser des questions. On va, pour savoir, et même pour savoir ce qu'on ne sait pas, mais c'est par un mécanisme de questions que l'on va procéder. Et on découvre, par la logique, ces ingénieurs étudient la logique, que la première manière de poser une question, eh bien, c'est simplement, voilà, de décrire une évidence à laquelle on puisse répondre oui ou non. Hein, alors, là, je vais maintenant essayer de partager l'écran, hein, de faire comme tout à l'heure, pour faire un schéma. Et est-ce que quelqu'un a une question pendant que j'essaie de faire cette opération informatique? Est-ce que quelqu'un... C'est bien embêtant. Je crois qu'on se retrouve de nouveau avec un petit problème technique. Ah si, voilà.
Donc voilà. Est-ce que vous voyez l'écran de dessin maintenant? Oui, oui. Ça va? Bon, ok. Donc voici comment et on va retrouver quelque chose dont on avait parlé la dernière fois. Voici comment on pourrait représenter on pourrait placer voici le problème que l'on rencontre. C'est que lorsque on a un objet que l'on veut observer, donc nous sortons nous allons sortir de ce milieu et nous allons l'observer de l'extérieur. Hein? Or, ce qui se passe quand on fait ceci, c'est que on voit l'objet ailleurs. Du fait que d'être sorti à l'extérieur, le rayon lumineux qui permet de voir cet objet, ce rayon est ce qu'on appelle réfracté. Et il apparaît donc, il fait apparaître à l'œil le fait que il se voit ici, si l'œil suit le rayon. Donc, pour résoudre ce problème, l'être humain a la capacité, c'est ce qu'on avait dit, n'est-ce pas, de mettre un cerveau, de sorte que l'objet ici va se réfléchir en ce qu'on appelle une image. On le dit image réelle, c'est une qualité particulière. Mais ce qui se présente de très intéressant, c'est que cette image va se réfléchir précisément à un endroit tel qu'elle va correspondre exactement, disons, sur ce miroir plan, si cette eau sur laquelle il y a eu une réfraction, si c'est aussi comme un miroir d'une onde, ici, exactement avec le même angle, on va trouver cet objet vert venir ici en rouge complètement à la place de la chose initiale, avec une image, on va dire, virtuelle. Et ici, nous avons donc ici l'image qu'on appelle réelle. L'image réelle. Hein? Donc, ce que la première question, la première manière de questionner la chose, parce que ce que l'on cherche, c'est cette chose bleue. Et en la cherchant, nous n'avons réussi ou bien qu'à la déplacer et la trouver autre chose, rose, ou bien nous l'avons, par notre observation, nous l'avons occultée. Donc, pour représenter au mieux la chose bleue, on va faire, d'ailleurs ça tombe bien puisque c'est en vert, on va faire ici en vert ce que l'on fait d'habitude avec une pomme, c'est-à-dire que l'on va prendre une pomme et on va dire qu'elle est interdite. De sorte que ici, on va interdire, on va avoir cette pomme réfléchie, l'image virtuelle, va être une pomme interdite. De sorte que ici, ce placebo, cette pomme, qui est le placebo de la chose, va venir comme un alibi de la chose, mais elle est interdite. Donc du coup, c'est une manière commode de pouvoir figurer cette chose que l'on ne connaît pas. Parce qu'on a mis à la place quelque chose d'interdit. Et là, on a presque réussi, finalement, à obtenir la chose que l'on ne connaît pas. Donc ça, c'est la première logique, le premier type de question que l'on peut... qu'un pluriel analytique, qu'un plan peut
peut adopter ou acquérir pour traiter ce qu'il ne connaît pas. Je peux faire... Oui, Serge fait une question. Oui. Parce que là, ce qui me vient à l'esprit en revoyant cette démonstration, oui. C'est le lien avec le langage, parce qu'on parle d'image, mais tout se situe au niveau du langage. Bien sûr, bien sûr. La représentation des choses. Oui. Oui. Ce sont des signifiants. Hein. Voilà. Oui. Donc ces éléments, en fait, c'est ce qu'on appelle ces images, sont... Alors, en effet, le langage exactement, tout de même, il est là, le langage. Le langage, c'est ce milieu, enfin, c'est ce dont on s'est servi, aussi bien pour pénétrer la chose que pour les réfléchir, en rouge. Hein, que pour le réfléchir. Hein. Donc le langage, c'est ce miroir plan qui a une certaine profondeur où on peut imaginer les choses. Hein. Donc, quel est le premier traitement de la chose que l'on ne sait pas, ou disons, on l'appelle la chose. Hein. Il y a une autre manière de procéder. Cette autre manière, c'est pas de l'interdire, mais c'est de mettre une opposition. C'est-à-dire de poser la question, par exemple, voulez-vous voter un parti de gauche ou un parti de droite? C'est-à-dire, en fait, utiliser deux placebos, en quelque sorte. Et nous avons cet emploi qui se montre, on va le montrer par exemple comme ça. À ce moment-là, on pose une question entre cette droite, on va dire, et cette gauche ici. Cette chose, il y a une petite différence entre les deux. Et quand par exemple vous avez ici un obstacle, que vous voulez suivre un chemin, vous passez ou bien à droite ou bien à gauche. Eh bien, pour cerner, pour désigner cette chose que les deux chemins ont évité, vous allez prendre ou bien celui-ci ou bien celui-là. Vous allez faire une opposition de deux situations, ce qui est autre chose que de mettre, comme on a vu ici, que de mettre un alibi négatif sur la chose. Là, on emploie un autre subterfuge, on contourne et on entoure la chose, si on peut dire. Et ça, donc, c'est le deuxième type de question, c'est le choix entre un placebo et puis une image, ici l'image réfractée. C'est un faux choix, parce que ni l'un ni l'autre ne sont réellement la chose, mais du fait que justement ni l'un ni l'autre ne sont la chose, il la cerne de manière à ce qu'il puisse la désigner sans la révéler. C'est un autre stratagème c'est une autre manière détournée pour cerner et traiter ce que l'on ne connaît pas. Et puis, il existe donc une troisième manière qui est la manière de ce que la science-fiction a appelé le nul, et tous les premiers chapitres ont parlé de cette manière, c'est-à-dire de dire la chose, en effet, mais de la dire de manière nulle, c'est-à-dire de la dire de manière indisible, ou de la dire de manière inversée, de manière négative. C'est ce qu'on appelle le nul en mathématiques. Hein. Et si on se sert de notre schéma,
si on peut dire, la nullation de la chose se passe comme ceci. Elle se passe lorsque le sujet lui-même, maintenant, c'est pas des questions qu'il va poser, c'est le sujet lui-même qui va se mettre en question. Et le sujet va venir ici. Il va se mettre à la place de l'image de la chose. Et évidemment, à ce moment-là, il va complètement annuler la chose, mais on sait que, en étant venu comme ça, ce miroir va se redresser comme ça, et il va voir apparaître ici la chose lui-même, si on peut dire. Il va se voir comme la chose. Mais tout en sachant que dans l'opération, il aura fait l'opération de la nullation ou de l'annulation. C'est-à-dire ce que Van Vogt appelait le non-A, et ce que les ingénieurs appellent le A non-aristotélicien. Alors ce qui nous intéresse fort ici, c'est que ce schéma, quand le miroir est redressé comme ça, ce schéma, c'est celui de la démocratie, tandis que là, on connaît celui de la République, de la caverne de Platon. Mais voici où en sont donc les ingénieurs. Je vais essayer de revenir un petit peu sur... oui, vous pouvez nous refilmer comme ça. Ce que ce quatrième chapitre explique, c'est qu'une fois que l'on a ces trois modes de formules logiques, ce que l'on commence à voir apparaître, c'est une mobilisation du langage. C'est parce qu'en fait, on a vu que le langage a commencé à se placer de manière différente. Et nous entrons là dans ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire le défaut, l'inconvénient, le handicap, l'obstacle qui se pose à la démocratie, c'est que le langage va être remis en question dans la démocratie. Et nous allons voir apparaître à ce moment-là deux phénomènes, de modes de réaction quand une société se trouve dans un langage remis en question. Le premier phénomène, c'est simplement celui de la violence. La violence, si je vais le faire ici, vous allez voir ce que ça fait, la violence. C'est assez radical. Ça détruit tout. Et puis finalement, ça laisse la chose là. Bon. Donc, c'est une solution radicale pour revenir à la chose, revenir à la première chose. Tout est détruit, on revient dans la jungle, la destruction, la nature, et on a retrouvé la chose. Mais il y a un autre subterfuge qui est celui, à ce moment-là, de revenir au langage, puisque le langage a bougé, donc nous allons utiliser le langage. Excusez-moi, j'ai mal placé le rond ici. Nous allons prendre ce mot ici, qui signifiait soit cela en réfracté, soit la chose, mais pas par les mathématiques. Nous allons prendre ce mot, qui signifiait par exemple, je ne sais pas, droite, gauche ou ceci, cela, et puis nous allons le mettre à la place d'un autre. Nous allons le mettre à la place de celui-ci, qui en effet signifie cette chose que l'on cherche. Et le subterfuge, à ce moment-là, la résistance à la démocratie, va être de faire des tromperies de mots. Et ça s'appelle la novlangue. Et ça, c'est
je vais revenir maintenant au Hangout. Voilà. Ça s'appelle la novlangue, c'est-à-dire que la société, la population, va faire usage alors par exemple, j'en ai trouvé deux exemples magnifiques dans Le Monde. Le Monde, c'est vraiment, pour les Français, la référence. Nous avons dans des articles du Monde, des articles qui sont coupés, parce qu'il faut payer pour en savoir plus. Mais plutôt que de dire « payez-nous pour en savoir plus », c'est un péage et tout, on dit « la suite de l'article est protégée ». C'est un détournement absolu du mot. En fait, l'article en question, il est pas protégé, rien, enfin, passons. On ne peut pas passer 3 quarts d'heure à débrouiller les jeux obscènes, en quelque sorte, de langage de la novlangue. De même, lorsque l'on vous met sur la tête, comme ça, un truc où j'aurais marqué « zen », rester zen, alors que c'est tout à fait l'inverse. Et c'est ce que fait Le Monde, il met des macarons pour cacher son texte. Et si vous cliquez sur la lecture zen, vous allez pouvoir lire. C'est-à-dire que c'est le contraire du zen, où le zen n'a pas besoin de payer pour atteindre la vérité. Et donc ça, c'est le subterfuge qui tente de se défendre de la transformation du langage qui est provoquée par la position ou la disposition collective de la démocratie. Donc, c'est ce que ce chapitre décrit, hein, c'est les études que font ces ingénieurs, et ils arrivent à la conclusion que il faut admettre que si une société, et c'est de la science-fiction, hein, n'allez pas croire que je dis des choses sérieuses là, parce que si une société doit être démocratique, il faut s'attendre à ce que nous devenions, que nous ne sachions plus parler. De même que si nous avons des petits appareils dans la tête comme ça, nous aurons peut-être plus besoin d'écrire parce que ça écrira pour nous, et toute cette hypnose qui constitue notre humanité parce que nous écrivons, nous serions soulagés de ça. Eh bien, nous pourrions même être soulagés du langage, dans des états, paraît-il, où le mental est suspendu. Seulement, si nous nous inquiétons de cette perspective, du fait de l'évolution vers la démocratie, de cette perspective d'une perte de langage et d'une perte de communication entre les gens, en fait, nous pouvons trouver le sauvetage, la bouée, l'instrument, la prothèse, dans l'intelligence artificielle qui, elle, va continuer à traiter le langage, mais va traiter le langage dans ses dimensions profondes que la psychanalyse a commencé à révéler, et de sorte que les populations gouvernées par la machine seront dispensées du langage qu'on appelle du langage aristotélicien, voire même du non-aristotélicien. Ça, c'est l'ultime prévision ou l'ultime roman de Van Vogt qui prédit même la fin du non-A, hein, c'est-à-dire de la troisième question, du troisième mode de question. Donc voilà quelle est la petite histoire que décrit et détaille ce quatrième chapitre.
J'espère l'avoir dit assez clairement, et si ce n'est le cas, il nous reste peut-être quelques moments, il nous reste 20 minutes pour traiter et répondre à des questions. Maurizio était passé là, puis il a disparu. Oui. Mais, enfin, oui, est-ce que... Qu'est-ce que je pourrais... Je m'interroge un petit peu par rapport à cette notion de disparition du langage qui me perturbe un peu par rapport à ce que j'avais perçu ou traduit justement de la lecture de ce 4e chapitre, où j'avais l'impression que ce n'était pas une disparition du langage, mais une remise en forme de ce langage, d'une manière qui apportait un autre sens. Oui, oui, donc tout à fait. Donc je ne sais pas si on a bien... Oui, la caméra a enregistré. Vous avez entendu, Arlette et Monique, Serge trouve que le mot de disparition du langage n'est pas très approprié, ou en tout cas ne correspond pas à ce que décrivait ce 4e chapitre, et il a tout à fait raison. En effet, disons que, puisqu'on a pris l'exemple de l'eau, de la réfraction, de la chose dans le langage, disons que c'est un approfondissement du langage, en fait. C'est loin d'être une disparition, mais ce qui disparaît, c'est la surface, c'est l'aspect superficiel du langage, c'est-à-dire c'est tout ce que c'est tout notre usage habituel du langage. Alors qu'est-ce que c'est que l'approfondissement du langage? L'approfondissement du langage, c'est ni plus ni moins que de revenir à la source, ou de revenir dans les origines les plus génératrices, si on peut dire, du langage. Et à la source du langage, nous avons ce que Lacan appelait la chaîne signifiante. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un signifiant et un autre, et puis un autre dans une phrase, des mots que l'on peut éventuellement intervertir, que l'on peut subvertir, que l'on peut changer par novlangue, que l'on peut interdire, enfin bon. Avant tout cela, ces mots que l'on peut jouer, avant tout cela, ces mots sont complètement enchaînés et forment un tissu qui est en fait un borgoborigne. C'est-à-dire que lorsque, il y en a un très fameux, c'était celui de Lacan, magnifique, l'insuccès de l'une bévue, c'est l'amour, c'est l'insu que c'est de l'une bévue, celle amour. Hein. Et l'une bévue, nous avons une fonction psychanalytique, mais le une bévue, c'est une bewusst, en allemand ça veut dire l'inconscient. Et quand Lacan dit l'insuccès de l'une bévus, l'insuccès de l'inconscient c'est l'amour, on a vu qu'il a dit trois ou quatre choses dans la même phrase. Il a approfondi le langage. Et quand l'enfant entend les premières phrases qui habitent, qui occupent et qui envahissent son milieu, c'est ça, il se trouve enchaîné, il se trouve dans un bain de mots qui sont complètement compacts et qui peuvent offrir toutes les vérités du monde. Et son opération, sa croissance, sa quête du sens sera de censurer, de mettre des coupures, de mettre des interdictions d'échange d'un mot à l'autre. C'est ce qu'on appelle la censure. Ou les barrières de contact, enfin, ce sont des opérations qui ont été comparées à celles des synapses par Freud. Et donc, c'est en découpant des morceaux dans ce bain de langage et en les mettant artificiellement, de manière arbitraire presque, dans des petites phrases,
qu'il va imaginer du sens. Mais le sens premier des mots, c'est ça, c'est la nature, et c'est quelque chose que l'on éprouve, paraît-il, lorsque l'on est aphasique, lorsque l'on est dans certaines transes pathologiques de schizophrénie, lorsque l'on est dans certains rêves où on se rend compte qu'on ne parle pas mais on ressent des choses. Voilà, donc c'est pourquoi c'est un approfondissement du langage. Mais cet approfondissement du langage apparaît comme une disparition du langage, parce qu'on a l'impression qu'on ne comprend plus rien du fait qu'effectivement on comprend trop de choses. Et alors, la sériation, le découpage du langage pourra être fait, puisque par exemple, vous savez, aujourd'hui, donc on a fait connaissance de Paul Bismuth, le clone de notre ex-président, mais on sait aussi, la NASA a dit, ben vous savez, on doit vous dire, mais parce que, on vous prévient parce qu'il va y en avoir 5 comme ça, mais actuellement, il y a un pays où toutes les communications téléphoniques sont écoutées, toutes, intégralement. Et ces communications, elles ne sont pas écoutées par des gens. Elles sont traitées par des machines, c'est-à-dire que c'est tout ce stock de sons qui entrent dans des machines qui apprennent à découper dedans des choses signifiantes. Et c'est de cette façon-là que dans la démocratie, nous aurons, parce que ça commence, évidemment, nous aurons ces machines qui entendront et écouteront tout, et décoderont, déchiffreront, ou chiffreront et déchiffreront, mais vont traiter les communications qui vont avoir lieu entre les individus. Mais ces communications ne vont plus être des minces filets de petites phrases arbitraires qui vont être échangées, de phrases fausses, de phrases de novlangue, de phrases très élémentaires. Les individus, eux, vont communiquer avec une pensée bien plus profonde. Hein. Est-ce que nous sommes tous convaincus ? Mais en fait, depuis l'origine, le langage s'est complexifié, en fait. Oui. Donc, c'est peut-être inhérent aussi à la nature humaine, parce que l'homme évolue, donc le langage c'est vivant, donc oui. Après les différentes langues, justement, pourquoi l'anglais est beaucoup plus prend plus d'envergure qu'une autre langue, c'est parce qu'il est plus simple. Donc je sais pas. Et contrairement à ça, une des choses que j'ai remarqué, c'est que ce jeu, à partir des mots construits, il vaut dans toutes les langues. On peut le pratiquer avec toutes les langues. Oui, sans doute. L'approfondissement du langage ? Oui. Ah oui, certainement. Certainement. Moi, je l'ai vu dans tes écrits à plusieurs reprises, que ce soit en anglais ou en français. Absolument. Oui. Il y a peut-être des langues qui sont plus aptes, plus perméables, mais certainement, c'est la manière dont l'enfant humain apprend à parler. Alors après, il y a peut-être eu des langues complètement artificielles, mais elles sont secondaires, elles apparaissent. Il y avait un homme assez fameux qui avait approché cette notion de langue totalement artificielle. C'était Brisset, Jean-Pierre Brisset, qui était précisément un champion du langage. Il a été considéré par les dadaïstes comme le prince, il a été élu comme le prince des penseurs. Et ce pauvre homme il n'était pas si pauvre que ça, mais pauvre parce qu'on s'en moquait. Les surréalistes ont voulu se moquer de lui, mais il était assez fin et c'était un homme en quelque sorte génial. Et donc il écrivait des livres entiers de textes. Il pensait que c'était les grenouilles qui parlaient comme ça. Et donc c'était
des mots complètement à triple sens. Et c'est cet homme-là qui pensait que son langage, que le latin, que les langues latines, que le latin avait été une langue artificielle. Comme quoi c'était le champion de la langue approfondie qui soupçonnait que les États, certains États romains, avaient créé des langues artificielles. Salut Maurizio. Et donc, nous arrivons presque à la fin de notre session. On a 9 minutes et Maurizio Novello vient d'arriver. Oui, donc Suzanne avait dit qu'elle remarquait que les langues se complexifiaient et en plus se démultipliaient. Il y avait plusieurs langages, l'anglais ou des langues de diverses sortes. Et probablement, oui, en effet, les langues se diversifient, probablement comme les espèces se diversifient, comme la vie se diversifie. En faisant cela, de même que l'on parle d'entropie, je ne sais pas si vous voyez ce terme, c'est-à-dire qu'en fait cette diversification, cet élargissement, cette complexification est en fait une dégradation du sens, ou une dégradation des énergies, et donc et effectivement, elles se complexifient et elles sont chargées de complexes, elles nous chargent de complexes, et donc arriver à un terme insoutenable ou à un terme qui va produire le comble de la complexification, qui va produire des machines cybernétiques, à ce moment-là, il va y avoir une ressource par l'absorption de toute la complexité par les machines cybernétiques, tandis que la vie initiale va pouvoir être, ce qu'on appelle la scène primitive, va pouvoir être, c'est-à-dire la chose, va pouvoir de nouveau entrer en scène. Maurizio, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que Non, aujourd'hui j'ai eu une expérience, je ne sais pas, parce que je vous ai vu, je n'ai pas pu venir avant, parce que j'ai vu que tu avais cherché à rentrer sur le truc. Mais j'ai eu une expérience clinique, c'est une expérience très intéressante sur quelque chose que je suis en train d'écrire aussi pour les Anglais, donc la question de qu'est-ce qu'on fait dans une séance psy, donc nécessairement psychanalytique. Donc on suit la maladie, donc on est dans une démarche un peu plus psychiatrique, on met la personne dans les divans. Et en ce moment-là, on va dans la pensée, dans l'abstrait, dans la mémoire, donc, ou dans les rêves, quelque part. Ou alors, on est dans une scène, alors dans une consultation où il y a toute cette question-là des objets et des choses. Donc aujourd'hui, j'ai reçu une dame avec son enfant. Et j'ai pris un peu pour l'habitude d'adresser aux enfants. Donc cette adresse aux enfants, une chose qui peut être un peu confondue, parce que ce n'est pas en train de s'adresser comme un adulte, c'est lui adresser comme une personne. Donc je lui ai adressé comme une personne et je lui ai demandé s'il avait demandé de venir me voir, de voir un psy. Donc il a dit non. Je demandais qui a demandé, On discutait un peu sur ces choses-là. Donc j'ai fait un peu une question un peu esthétique, s'il avait quelque chose qui lui dérangeait, il a parlé non. Et s'il voulait changer quelque chose, il dit qu'il voulait changer d'école. Donc à ce moment-là, il dit qu'il avait tous ses copains qui sont allés dans une école et que sa mère et son père ont décidé qu'il va dans une autre école. Et donc à ce moment-là, il ne sait pas pourquoi.
Je demande à Louis de demander à sa mère pour savoir. Elle répond d'une manière inespécifique, d'une manière générale. Et en ce moment-là, elle dit ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas vous à décider. Des copains, vous irez refaire d'autres. Donc, tout un discours schématisé, que c'est un discours très très culturel d'ailleurs, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs partout. Donc, je discute un peu avec elle sur la question de l'amour et de la fonction, de qu'est-ce que ça veut dire une mère, parce que ça c'était très compliqué. Et en ce moment-là, elle rentre dans le cadre d'une consultation inquiétante, donc une consultation psychiatrique, parce qu'elle dit que son fils dit qu'il va se tuer. Donc, en ce moment-là, quand elle commence à parler ça, après avoir arrêté les discours de l'école, elle dit que son frère s'est suicidé et que son fils dit qu'il va se tuer. Et le gamin, il change complètement son visage. Il devient un enfant malade, très malade. Il ne parle plus. Donc je demande à Louis qu'est-ce que ça veut dire, ou des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'il devient malade, il devient adulte, donc ça c'est toute la situation de l'influence, hein, et c'est toute la situation de la position qui n'est pas à lui en réalité. Donc sa mère en fait c'est les motifs de la maladie. En plus elle dit avant qu'elle avait... son père voulait qu'il change d'école, donc elle s'est rangée à côté de son père, comme que ça serait un rangement, un objet en fait, contre les gamins, donc a été deux comme les gamins. Donc je parle de ces choses-là pour démontrer un peu comment c'est nuanceux. C'est une nuance. Oui. Oui, toute cette question psychique, cette question de la langue, du langage, donc quelle est la maladie, donc c'est véritablement... Mais qu'est-ce que ça m'étonne? C'est qu'on attribue un suicide d'adulte et un risque de suicide d'adulte à un enfant, et qui en réalité ne voit pas qu'en fait les suicides et risque de suicide et la propre question de l'adulte, en fait, c'est ça qui c'est en fait les choses qui sont en train de produire. Et en plus, ce sont des choses qui sont en train de cacher la tristesse. Oui. Voilà. Alors, donc tout à fait. Et je reprends le schéma. Nous avons, alors Mauricio a apporté beaucoup de choses, mais nous avons la question principale qui est posée, c'est que cet enfant ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi on le change d'école. Et donc, tout notre propos a été sur comment gérer ce que l'on ne sait pas. Comment traiter, avec quel signifiant traiter ce que l'on ne sait pas. Et donc, sa maman lui répond tu t'en feras d'autres d'amis, mais elle ne lui donne pas d'explication. Et ce qu'elle va lui fournir, c'est ce qu'on avait trouvé ici. Et ici, on va le marquer en noir, puisque c'est de la manière très péjorative du suicide. Elle lui donne la solution du suicide. C'est-à-dire que, à son je ne sais pas, la maman psychiatrise, c'est-à-dire donne le placebo, ce qu'on a appelé le placebo, et suggère à cet enfant la place du suicide. Et à ce moment-là, Maurizio a constaté que physiquement, la petite personne, puisque ce que Maurizio cherchait, c'était la personne ici, c'était la chose, hein, que la personne à ce moment-là va se décomposer physiquement, va se transformer, va éprouver donc dans sa forme, dans la morphologie, et va subir une anamorphose ou une amorphose dont on parle dans le chapitre 4. Et je termine donc là-dessus, on va continuer à en parler après, mais donc sur cet exemple qui je pense était bienvenu, et en tout cas qui m'a permis de l'appliquer sur notre schéma. Voilà,
Donc, à la prochaine, après le 4, c'est logique, ce sera le 5. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.